Nous sommes le 17 juillet 1793. Une femme s'avance vers l'échafaud. Elle est accusée d'assassinat, comme en témoigne la chemise rouge qu'elle porte. Elle est calme et silencieuse. En découvrant la lame qui s'apprête à lui ôter la vie, son visage se blanchit. Mais comme si une détermination l'habitait soudainement, les couleurs de son visage reviennent vite et elle s'avance vers son destin d'un pas ferme. Et finalement, le couperet tombe. Ainsi mourut Charlotte Corday, 24 ans, ayant commis l'un des assassinats les plus connus et les plus mythiques de l'histoire de France, celui de Jean-Paul Marat, un des révolutionnaires les plus acharnés de son époque. Pendant des siècles et encore aujourd'hui, une légende s'est formée autour de ces deux personnages. Lequel ou laquelle des deux en a été victime? Lequel ou laquelle des deux aurait justifié sa propre fin? Est-ce Charlotte, une jeune femme fanatique, incontrôlable et aux pulsions meurtrières, ou Marat, un tyran sanguinaire qu'il fallait abattre pour le bien commun? Aujourd'hui, je vais vous raconter les légendes et l'histoire de l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Jean-Paul Marat naît à Neuchâtel le 24 mai 1743 au sein d'une famille calviniste. En 1759, il quitte Neuchâtel pour devenir le précepteur des enfants du négrier Pierre-Paul Nérac. Cette expérience va grandement le marquer toute sa vie. En effet, après avoir déménagé en Angleterre, il publie en 1774 ce qui deviendra l'ouvrage le plus important de sa carrière philosophique, c'est Chains of Slavery, qui a pour thématique l'esclavage. Et la même année, par ailleurs, il devient franc-maçon. Il s'installe ensuite à Paris, où il devient le médecin du comte Artois entre 1777 et 1785. Mais après l'échec de sa carrière scientifique et littéraire, il décide de se retirer de cette dernière. Il ne reviendra dans la vie publique qu'à l'annonce des États généraux en 1789. Cette nouvelle fit sur moi une vive sensation. J'éprouvais une crise salutaire et mon courage se ranima. Il a alors 46 ans et rejoint le parti révolutionnaire des Montagnards, porté par des personnages tels que Robespierre ou Danton, et qui vont à l'encontre du parti des Girondins, qui est mené par Brissot et Vergniaud. Marat considère donc que les Girondins font partie des ennemis de la Révolution. Et c'est notamment ce dont il parle dans L'Ami du peuple, un feuillet de 8 pages, cible des gouvernants car dévoilant la corruption et les complots des ennemis de la liberté. Ces parutions sont donc sans cesse interdites ou censurées en raison de ses appels à l'insurrection, au moins 140 fois sur 685 numéros, parus de septembre 1789 à septembre 1792. En janvier 1790, il est déjà la cible d'hommes politiques tels que Necker, Bailly ou Lafayette et doit fuir à Londres. À ce moment-là, déjà deux camps s'affrontent, notamment celui porté par des citoyens qui soutiennent Marat et le défendent face à ces accusations qu'ils trouvent injustes. Mais le 10 août 1792, il devient un acteur essentiel de la Révolution française. Le 21 septembre, il publie le dernier numéro de L'Ami du peuple alors qu'il vient d'être élu député de la Convention. Il entre également au Conseil général de la Commune où il estime qu'il faut abattre 40 000 têtes, puis 270 000 seulement 6 semaines plus tard, et ce pour assurer la tranquillité publique. Ah oui, on va être bien tranquille là. Le 25 septembre, il est accusé par les futurs Girondins d'être contraire à la Convention. En effet, il l'accuse notamment d'être le coupable des massacres de prisonniers royalistes lors des massacres de septembre. Allez voir ma vidéo sur la princesse de Lamballe si vous voulez en savoir plus. Le 13 et 24 avril 1793, Marat est cette fois-ci mis sur le banc des accusés pour avoir co-signé, comme président du club des Jacobins, un appel à l'insurrection et au coup d'État. La contre-révolution est dans la Convention nationale. Levons-nous, oui, levons-nous tous. Mettons en état d'arrestation tous les ennemis de notre révolution et toutes les personnes suspectes. Exterminons sans pitié tous les conspirateurs si nous ne voulons pas être exterminés nous-mêmes. Dumouriez marche sur Paris pour rétablir la royauté. Aux armes!
Jugé le 24 avril 1793, il échappe de peu à la condamnation à mort et est finalement acquitté. Marat est alors porté en triomphe par la Convention et c'est l'homme politique en vue. 5 semaines après, c'est le procès puis la chute des Girondins du 31 mai au 2 juin 1793. Mais Marat, finalement, et de façon assez contradictoire, se fait plutôt discret. Il veut éviter tout débordement politique et enlève même 3 députés girondins de la liste des proscrits. Il quitte la Convention le 3 juin pour ne pas que l'on parle de la journée de Marat. Sauf qu'à Caen, une jeune femme ne l'a pas oublié. Née en 1768, Charlotte Corday a alors 24 ans et suit les événements politiques parisiens avec attention. Éduquée dans une famille normande, elle veut être fière de son héritage puisqu'elle est l'arrière petite-fille de Corneille. Rien que ça. Charlotte Corday adhère donc aux idées révolutionnaires dès 1790 et notamment aux ouvrages de Rousseau et du contrat social. C'est par cet ouvrage qu'elle estime que la condamnation à mort de Louis XVI était justifiée puisque ce dernier aurait donc trahi son peuple. Mais petit à petit, et notamment suite au massacre de septembre qui l'ont profondément indignée, Charlotte Corday accuse également les montagnards de cette rupture du contrat social et vise en particulier Marat. Lors de leur arrestation en juin 1793, 29 députés girondins vont donc se réfugier à Caen pour organiser plusieurs réunions politiques où ils vont expliquer la situation à Paris. Charlotte commence à comprendre que Marat pourrait être le nœud du problème. Pour elle, en l'assassinant, elle pourrait espérer sauver ses proches qui sont menacés d'une mort quasi certaine, mais également lutter contre un gouvernement qu'elle trouve à présent injuste. Et c'est là qu'elle décide de passer à l'action. Le 9 juillet 1793, elle quitte Caen pour Paris. Elle tente alors par 2 fois de se faire recevoir chez Marat, au numéro 20 rue des Cordeliers. Elle sait qu'il est vulnérable. Des bruits courent sur sa maladie, voire son agonie, car il souffre de démangeaisons et d'ulcères douloureux. Il ne quitte plus sa baignoire, où il y fait des bains curatifs au soufre, et enveloppe sa tête dans un mouchoir trempé de vinaigre pour soulager ses migraines. Voyant que ses demandes n'aboutissent pas, elle lui fait parvenir un billet. « Je viens de Caen. Votre amour pour la patrie doit vous faire désirer connaître les complots qu'on y médite. J'attends votre réponse. » Mais en fin de journée, elle ne voit toujours pas de réponse de sa part et envoie donc un second billet. Vers 7 h du soir, elle décide de rentrer malgré tout. Dans son corsage se cache le couteau d'argent qu'elle a acheté le matin même. La maîtresse de Marat, Simone Évrard, refuse de la laisser entrer. Mais Marat l'y autorise. Elle répond d'abord à quelques questions, puis tire son couteau et le plonge dans le cœur de Marat, qui meurt sur le coup. Elle est maîtrisée par Simone Évrard et les gens de maison, avant d'être conduite à la prison de l'abbaye. Transférée le 15 juillet à la conciergerie, elle comparaît le lendemain au tribunal révolutionnaire. Elle est accusée d'assassinat avec des intentions criminelles préméditées. Jusqu'au bout, elle maintient qu'elle a agi seule, contrairement à ce que pouvaient penser les révolutionnaires. Elle est donc finalement condamnée à mort le 17 juillet 1793. Pour les révolutionnaires, c'est le choc. Mais c'est également une aubaine. En effet, c'est la meilleure occasion pour accuser les Girondins de cet assassinat en mettant Charlotte Corday en porte-étendard d'une ville meurtrière qui a été prête à abattre l'ami du peuple. Dès le 20 juillet, le Conseil général de Paris publie une violente description de Charlotte dans la Gazette de France, reproduite sous forme d'affiche. Charlotte est représentée avec des symboles précis et récurrents, la robe rayée, la coiffe girondine et le couteau, tandis que Marat est dépeint comme une victime, ce qu'a fait notamment David dans son célèbre portrait qui va véritablement le transformer en martyr. Les obsèques de Marat tout d'abord vont avoir le droit à un hommage national. Puis, le 10 août 1793, son cœur embaumé est exposé dans la salle des Cordeliers. Son buste, lui, est présent partout, surtout à la Convention, et son mausolée est veillé en permanence. Des communes et des rues sont rebaptisées en son nom et un décret de panthéonisation est même voté.
Sauf qu'à cette époque, on préfère tourner le culte révolutionnaire vers l'être suprême et non pas vers Marat. Il faudra attendre la chute de Robespierre, soit le 21 septembre 1794, anniversaire de la République, pour que les restes de Marat soient transférés au Panthéon. Mais moins d'un an plus tard, ces restes sont retirés. Le corps de Marat évite la fosse commune, mais malgré tout, ce dernier tombe dans l'oubli. Et pour cause, puisque par la suite, Marat va rentrer dans sa légende noire, dans la littérature, dans l'art, dans la musique, à l'inverse de Charlotte Corday, qui deviendra une héroïne et connaîtra sa légende dorée. Beaucoup de femmes ont marqué la Révolution. Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Lucile Desmoulins, mais Charlotte Corday, elle, a véritablement marqué son temps et est devenue le symbole de la place politique des femmes pendant cette période. Dès sa condamnation à mort, son portrait réalisé dans la prison de la Conciergerie se vend à de nombreux exemplaires. On la décrit comme la belle meurtrière qui a tué pour une conviction noble, notamment décrite dans son testament politique, adresse aux Français, amis des lois et de la paix, où elle explique son geste avec grand discernement, à l'opposé de l'image qu'a tenté de construire les révolutionnaires. Charlotte Corday renverse les codes genrés de cette époque. Alors que la femme idéale est décrite comme protectrice de la sphère domestique, Charlotte, elle, bafoue cette sphère en entrant dans l'espace intime d'un homme, et qui plus est en le tuant dans sa baignoire. Pour les Girondins, bien sûr, Charlotte Corday est devenue une héroïne qui a suivi ses convictions. Elle est dressée comme le symbole de la liberté et comme une femme courageuse devenue modèle même dans l'éducation des jeunes filles. Malheureusement, de l'autre côté de la sphère politique, Charlotte Corday va devenir le parfait exemple pour décrédibiliser les femmes et les éloigner de la sphère politique à partir de 1793. Elle devient l'emblème des femmes célibataires, engagées politiquement et qui sont capables d'une violence imprévisible et de pulsions meurtrières. Elles deviennent donc de véritables dangers pour la société. On oppose la violence de ces femmes à la douceur féminine pour pouvoir justifier cet état de fait. Les journées d'octobre, par exemple, qui étaient tout d'abord glorifiées, deviennent un événement meurtrier où les femmes n'ont pas hésité à tuer des gardes pour arriver à leur fin. Même chose pour les tricoteuses, devenues le symbole de femmes hystériques, gesticulant dans la salle d'audience et caricaturées dans les représentations. D'autres assez importantes dans la vie politique vont subir des destins tragiques, à l'image de Théroigne de Méricourt qui sera battue par les tricoteuses justement, ou de Lucile Desmoulins et Olympe de Gouges bien sûr qui sera condamnée à mort le 3 novembre 1793. Mais Charlotte Corday a bien sûr été romantisée par la suite, notamment à partir du 19e siècle, et est aujourd'hui devenue un emblème de la politisation des femmes pendant la Révolution. Et finalement, bien que tous les opposent, Jean-Paul Marat et Charlotte Corday se rejoignaient sur une chose: suivre ses convictions à n'importe quel prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve fin juillet pour la dernière avant les vacances d'été. Merci à vous pour votre soutien, merci notamment pour les 2000 abonnés, et à très bientôt pour de nouvelles histoires de passé sanglant.